Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h25 sur Studio Kalita, même un peu plus. Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier, Boker Tov. Voilà, début du mois de Iyar. Début du mois d'Iyar et surtout, j'aimerais bien qu'on reparte 70 ans en arrière. On est à quelques jours avant l'indépendance. Bah oui, c'est la semaine de parler de toutes ces festivités, de tout ce qui s'est passé quelques jours avant cette fameuse proclamation. Et alors, j'aimerais vous parler d'une des personnes qui a peut-être été la personne qui était sous le stress le plus important dans les quelques jours avant la déclaration. Et c'est un monsieur qui s'appelle Oté Valish. Alors, j'ai jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu parler, mais en fait, vous avez grandi et vous l'avez vu de partout. Allons. Oté Valish était un designer. C'était un dessinateur graphique. Et en fait, c'est lui qui a fait énormément, qui a dessiné énormément des symboles de l'État d'Israël. Alors, entre autres, pourquoi est-ce que je dis vous avez grandi avec ? Est-ce que quand vous étiez petit, vous receviez des lettres venant d'Israël ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait des... maintenant, bientôt, on devra expliquer ce que c'était, des timbres. Oui. Eh bien, lui, c'est une des personnes qui a fait le design de la majorité de ces timbres. D'accord. Mais pourquoi est-ce que je vous parle d'aujourd'hui de lui ? Eh bien, parce que c'est lui qui a écrit le texte sur la Megillat Ha'atzmaut. Mais ce n'est pas tout, donc sur ce parchemin de la déclaration d'indépendance. Mais ce n'est pas tout, il faut repartir un petit peu en arrière. Alors, je vais quand même vous raconter sa vie. Il est né en 1903 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque, mais qui à l'époque faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Il va travailler un petit peu, il va étudier le dessin à Prague, et puis il va travailler donc dans la publicité et dans le dessin à Prague. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'il commence à travailler tout de suite pour le KKL, le Fonds national juif, différents organismes juifs, voilà exactement. Et en 1934, il fait son alia, il vient s'installer en Israël avec sa femme, qui l'a rejoint un an plus tard, et il va ouvrir un studio de graphisme dans un bâtiment à Nahalat Binyamin, donc à Tel Aviv. Son studio, d'ailleurs, sera utilisé par le Shai. C'était l'équivalent du Mossad ou bien du Mossad de la Haganah de l'époque. D'accord. Donc, il est assez proche, on va dire, de toutes les personnes qui s'occupent. C'est une double activité, on va dire. Une double activité. Enfin, lui, il ne fait pas partie de ça, mais bon, il offre ses locaux. Quand même pas mal. Et puis, quelques jours avant la déclaration d'indépendance, David Ben Gurion vient le voir et lui dit voilà, c'est toi qui vas faire la calligraphie de la déclaration. Très bien. Maintenant, le texte a été ficelé et a été décidé en dernière minute. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez une photo de la déclaration d'indépendance ou une vidéo, vous voyez David Ben Gurion qui tient dans ses mains, est-ce qu'il tient un parchemin ? Non, il tient un papier blanc. Il tient des feuilles, puisque en fait, le texte a été décidé quelques minutes avant. Non, il y avait de gros débats. Il y avait une commission qui avait été menée, dont à la tête on avait Moshe Charette qui sera bien entendu bien plus connu plus tard. Et donc, ils débattaient en fait de quoi écrire dans la Megillah. Alors, par exemple, est-ce qu'on va écrire le nom de Dieu ? Ah oui. Est-ce qu'il y a le nom de Dieu ? Alors, il y a Tsur Israël, c'est-à-dire confiant dans le rocher d'Israël. Alors, pour les gens religieux, Tsur Israël, c'est quoi, bien entendu ? C'est Dieu. D'un autre côté, on ne voulait pas froisser les esprits laïcs de l'époque. Donc, il y avait beaucoup de débats. Qu'est-ce qu'on allait écrire ? Qu'est-ce qu'on n'allait pas écrire ? Ça commençait à l'époque, déjà, non ? Oui, déjà. C'est un peu plus... Vous savez, le peuple juif, ça fait plus de 5000 ans que ça continue. Et donc, il y avait beaucoup de débats. On ne savait pas exactement quoi écrire, etc. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Oté Valish n'a pas eu le temps de copier le texte, puisque c'était... Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous regardez la Megillat Ha'atzmaut, aujourd'hui, elle est conservé, donc ce parchemin il est conservé au musée d'Israël, dans le même département où on garde les objets précieux, les parchemins précieux, et en fait, si vous allez à la Knesset aujourd'hui, vous avez une reproduction. Et si vous regardez, en fait, ce sont 3 morceaux de parchemin qui sont ficelés, enfin oui, qui sont cousus les uns aux autres. Et donc la dernière partie
qui est la partie où on dit voilà, l'État d'Israël sera créé, il se prénommera État d'Israël. Et cette partie où tout le monde a signé, en fait, c'est seulement cette partie qu'avait terminé Otto von Lich. Et puis les gens en fait qui étaient présents sont venus et ont signé. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous regardez toutes ces signatures, dans une des signatures, il y avait plusieurs rabbinim qui ont signé la déclaration. Et il y avait le rabbin Maimon, Maimon qui était très connu. Oui. Et le Rav Maimon, lui, quand il a signé, avant de signer, il a écrit au-dessus Bezrat Hashem, parce qu'il a dit quand même, bon, vous nous avez saoulés avec votre sourd Israël, Hashem doit être présent. Voilà. Alors, mais revenons à nos détails. Pourquoi est-ce qu'il était autant sous pression? Donc, imaginez-vous, il doit préparer la déclaration d'indépendance, faire un très très beau parchemin, mais il n'a pas le texte pour écrire le parchemin, ça c'est la première chose. Mais si ce n'était que ça, ce serait trop beau, puisqu'on vient de voir aussi l'avant-veille, donc vraiment, l'avant-veille, donc vraiment c'est autour d'aujourd'hui. On vient le voir, on lui dit, bon, il faut que tu prépares la salle. Comment ça, il faut que je prépare la salle? Bah oui. Donc, la salle de Echal à Hatzmaout. Donc, toi, tu es dans le graphisme, tu es dans le design. Voilà, à Tel Aviv. Au boulevard Rothschild, qui était à l'époque, c'était d'abord la maison qui appartenait au premier maire de Tel Aviv, Arlozorov. Ensuite, à Dizengoff, pardon, oui, merci. N'importe quoi, vous avez raison, Dizengoff. Ensuite, on a. Cette maison était devenue le premier musée de Tel Aviv, le musée d'art. Et c'est dans cette maison qu'on va décider de proclamer. Alors, il faut rappeler que tout était secret, personne n'était censé être au courant. On ne savait pas où est-ce que la déclaration allait se faire. Les invitations pour la déclaration ont été données presque, si c'est la veille, mais c'est le matin. C'était en plus vendredi après-midi, C'était vendredi après-midi, à 4h de l'après-midi, donc vraiment quelques heures avant Shabbat. Et donc, à ce moment-là, on lui dit, bon, il faut que tu ailles préparer la salle. Donc, mais pourquoi il devait préparer la salle? Il était graphiste. Oui, mais on lui a dit, voilà, hop, pose pas de questions, tu y vas. Et voilà, et c'était dans le secret, donc il avait pas, c'était pas comme aujourd'hui où si on vous propose quelque chose, il dit, ah non, mais pas du tout, mais ça va pas. Il a pas eu le choix, il a dit, d'accord. Avec donc plaisir, il s'est reçu. Moi, j'aurais eu un plaisir de préparer la salle. Oui, mais c'était sous pression. Il fallait, donc il rentre dans cette salle. Donc la première chose qu'il doit faire, donc cette salle, elle est remplie de tableaux. Quand vous venez encore aujourd'hui, vous pouvez voir les tableaux. Donc il faut d'abord trier tous les tableaux. Il ne fallait que des tableaux qui avaient quelque chose en rapport avec le judaïsme ou avec le peuple ou avec Israël. Donc il a fallu faire du tri, retirer tous les tableaux qui n'étaient pas qui n'avaient pas aucun lien. Ensuite, il fallait installer les grandes banderoles. Il faut savoir qu'à l'époque, le drapeau d'Israël n'était pas encore décidé. Ah oui. Donc on savait que c'était le drapeau de l'organisation sioniste mondiale de l'époque. Donc on a dit on va mettre ça. Ensuite, il fallait trouver ce grand portrait d'Herzl pour le mettre. Il fallait installer la table, il fallait réfléchir à comment faire, qui mettre sur la table, qui allait s'asseoir. Donc c'est lui qui a dû, mais en quelques. J'avais lu une fois dans un article où il avait pas dormi, quoi. Il avait passé ses journées à finaliser ces petits détails. D'ailleurs, si vous regardez aussi une photo d'indépendance, vous verrez que le micro qui sert à proclamer l'indépendance, il y a ce micro a un nom. Alors là, j'arrive plus à me souvenir de c'est quoi le nom. Mais en fait, le nom, c'est le nom du magasin d'électroménager dans lequel le micro a été. Il n'a même pas été acheté, il a été prêté pour l'occasion. Donc le type, il a dit on va pas quand même perdre une bonne occasion de se faire connaître. Et donc c'est l'équivalent d'avoir marqué en gros Sony sur le micro. Donc voilà, c'est Otto von Lich, donc qui va ensuite, quand la déclaration va être signée. Et ce qu'il faut rappeler, c'est la grande blague. Quand je travaillais à la Knesset, c'était la grande blague qu'on faisait à tous les touristes quand ils venaient visiter. On leur disait, vous vous rendez compte, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, ça a été un chèque en blanc. C'est-à-dire que tout le monde a signé un papier qui n'était pas encore écrit, puisque c'est vrai, ils ont signé sur un parchemin qui n'avait pas encore été rédigé. Et ensuite, Otto von Lich donc l'a rédigé. Et j'aimerais juste terminer par le début de la Megillah, en racontant que par quel mot la Megillah commence. Non, Be'eret Israël, dans la terre d'Israël. Be'eret Israël Kama Yehudi, dans la terre d'Israël est né, s'est levé le peuple juif, papa. Pourquoi ça commence par Be'eret Israël? Pourquoi ça commence par ces mots-là? Ça aurait pu commencer par beaucoup de choses. Alors en fait, il y avait une décision de commencer par un bet, de la même façon que la Torah commence par un bet, de la même façon que la Torah commence par Bereshit. On a commencé à ce moment-là par Be'eret Israël. Très bien. Donc, alors moi, je ferais remarquer qu'on peut aller visiter encore ce musée à Tel Aviv. On peut visiter. Et d'ailleurs, on parlera de tous les événements qui se passent à Yom Ha'atzmaut en fin d'émission avec notre invité Stéphane Goldin. Et d'ailleurs, si déjà vous parlez d'endroits qu'on peut visiter, d'après ce que j'ai lu ce matin, sur le studio d'Otto von Lich a été aussi est considéré aussi comme un endroit, un endroit très important. Et je me demande si on pourrait pas faire à Tel Aviv, donc aussi pour Yom Ha'atzmaut, voilà. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire aussi. Très bien, merci Olivier. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.